Nous voilà de nouveau pour entendre un autre panel qui va nous parler effectivement des initiatives inspirantes d'OBNL en développement immobilier locatif, communautaire, surtout. Alors, nous avons Jean-Pascal Baudouin, ici présent, qui est de Bâtir son quartier. Bâtir son quartier a pu réaliser 15 000 logements communautaires et abordables depuis 1976. En ses presque 50 ans d'expérience de développement et de logement communautaire, on peut dire que c'est à peu près 3 000 par année. C'est quand même pas rien. Alors, notre ami Jean-Pascal est là avec nous. Il a lui-même plus de 30 ans d'expérience à titre de coordonnateur, développeur et conseiller dans les milieux de l'habitation communautaire et du logement local, du développement local, excusez-moi, et de l'entrepreneuriat coopératif et philanthropique. En 2004, il s'est joint à Bâtir son quartier à titre d'agent de développement et puis en 2012, il a intégré l'équipe de direction à titre de coordonnateur de la charge de projet. Aujourd'hui, il est conseiller stratégique. Voilà. Nous avons également avec nous Louis-Philippe Mire d'Interloge, qui, Interloge est un OBNL qui a commencé en 1978. Voilà, OK. Et qui a à son actif à peu près 1000 unités. Est-ce que c'est ça? 925 pour être exact. Bon, on va dire 1000. Là. Cette année, il va atteindre son 1000. Nous avons Gabriel Cotte de Utile, qui est un OBNL dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, qui est spécialisé dans le logement étudiant. Et Gabriel est conseiller aux affaires municipales, que ça ressemble à ça? Ah oui, OK, bon. Alors, tout ce que vous voulez savoir sur les municipalités, on s'adresse à Gabriel. Il va se joindre à nous, François Giguère, qui est de Solide. On en a parlé, on a fait allusion à Solide ce matin dans le panel précédent. Il est pris dans la circulation actuellement, alors il va arriver un petit peu plus tard. Alors, on vous demande votre indulgence. Alors, Jean-Pascal, donc, on le sait, là, je t'ai présenté, tu viens de Bâtir son quartier. En ces presque 50 ans d'expérience de développement de logement communautaire, en quoi, selon toi, le contexte de développement, là, c'est mieux, hein? Bon, le contexte de développement est différent aujourd'hui par rapport à ce que c'était à ton intégration il y a 20 ans? Bien, donc, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui continuent. Le changement là, est souvent lié à une nécessité de s'adapter soit à des besoins ou à un contexte évolutif. Moi, quand je suis arrivé, ça fait 20 ans que je suis à Bâtir son quartier. En passant, ça fait 40 ans que Edith Cyr, notre directrice générale, est à Bâtir son quartier, puis on fête ses 40 ans cette année d'implication en logement communautaire et social. Donc, je salue Edith. Donc, on a commencé à développer des projets d'habitation communautaire à Montréal. Donc, Bâtir est impliqué dans différents quartiers. Puis, c'était beaucoup une prise en charge là, de la part des citoyens pour mettre sur pied des coopératives. Une des choses qui est arrivée, qui a changé, ça a été la mise sur pied d'organismes à but non lucratif dans les quartiers. Donc, un désir des quartiers de faire des projets d'habitation. Donc, ça, c'est un des éléments. Aujourd'hui, donc, on s'enligne vers également une nouvelle formule qui s'appelle la coopérative de propriétaires. Donc, on essaie justement de faire en sorte que, en fonction des besoins du temps, on fait évoluer des solutions qui sont adaptées. Donc, du côté de la tenure, du côté évidemment, on peut parler du financement. Le financement, une des choses qui n'a pas changé, quand je suis arrivé à Bâtir son quartier, il y avait une crise du logement. Aujourd'hui, il y a une crise du logement. Elle est quand même plus intense. On n'a jamais parlé autant de la crise du logement. Il y a aussi beaucoup de financement. J'ai participé à une assemblée générale, puis il y avait un directeur de caisse qui a dit on dirait que c'est le Noël. Hein? Il y a de l'argent qui descend, qui vient de partout. Puis comme de fait, on n'a jamais dans le budget fédéral, le mot habitation apparaît au-delà de 500 fois. Donc, plusieurs programmes, plusieurs fonds qui sont apparus. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est un contexte différent. Puis on pourrait penser qu'on a plus de moyens pour réaliser les projets.
Dans les choses qui n'ont pas changé, l'augmentation des coûts. Donc, on a un enjeu souvent de montage financier, faire face à justement cette augmentation des coûts-là, faire face aux besoins, faire en sorte que malgré la multiplication des fonds, ça reste quand même un enjeu aujourd'hui encore d'attacher des projets. Donc, changement, pas changement. Il faut s'organiser aussi pour se donner des moyens pour réaliser nos ambitions. Puis une des façons de faire, c'est du côté des modes de réalisation. On a pu mettre en place des ententes de type clé en main qui a facilité la réalisation de certains projets. Du design construction. Aujourd'hui, j'imagine que tout le monde a entendu parler de la préfabrication. Il y a quelque chose qui se passe quand même là, du côté de la préfabrication, puis sans renoncer à un traitement architectural qui a de l'allure. Dans les autres choses qui ont pu changer dans le contexte de développement, préoccupation du côté environnemental. À bâtir, là, au début des années 2000, on a fait un projet vraiment inspirant, le Coteau Vert, un toit pour tous, là, une coopérative et un OBNL, là, à côté de l'îlot, l'édicule du métro de Rosemont. Vraiment une orientation, là, développement durable. On s'était dit, bien, l'habitation communautaire, d'emblée, s'inscrit dans la logique du développement durable. Hein. On fait en sorte qu'il y ait une prise en charge, qu'il y ait de la formation, on fait en sorte qu'on répond à des besoins fondamentaux. Puis on s'était dit, on peut-tu faire la coche de plus, le côté environnemental? Puis donc, faire en sorte que le bâtiment soit plus efficace au niveau énergétique, meilleur aménagement, traitement des eaux, mesures évolutives. En passant, l'arrondissement avait eu un certain état d'âme par rapport au fait qu'on allait remettre des cordes à linge dans la cour intérieure. Donc il y a toutes sortes, c'est fascinant comment un projet peut susciter toutes sortes de passions. Mais aujourd'hui, la question environnementale, elle est vraiment d'actualité. Donc, avec la crise climatique, avec le fait qu'on est dans une transition, socio-écologique, là, on s'organise pour... Donc, ça devient maintenant une norme de dire comment on peut faire mieux, construire mieux, puis économiser, consommer moins, puis avoir une moins grande empreinte écologique. Donc ça fait partie maintenant du portrait. Hein, c'est un contexte qui a évolué. Il y a d'ailleurs des incitatifs qui existent dans ce sens-là. Le problème de financement, donc, ça a toujours été une des affaires qui est nouveau, comme je disais, on a donc une multitude de fonds. Et on est malheureusement obligé de multiplier dans un montage financier les outils pour faire en sorte qu'éventuellement un projet puisse se réaliser. Ça, c'est un peu différent. Il y a eu une époque où il y avait des programmes qui étaient plus autoportants, qu'on dit. Donc, on était capable déjà faire un projet immobilier, vous le savez, j'ai parlé à quelques personnes ici sur l'heure du dîner, puis c'est un long processus. Et quand vient le temps d'attacher du financement, c'est aussi un long processus. Donc, quand on a un programme qui a quand même des paramètres facilitants, où on peut avoir une partie en subvention, un accès à du crédit, là, un prêt avec des bonnes conditions, dans ce temps-là, ça facilite évidemment la réalisation du projet. Autre parenthèse, dans ce qui n'a pas changé, au Québec, bon an, mal an, on n'a jamais dépassé 3000 unités en habitation, en logement social communautaire réalisées. Donc, on est encore là. Malgré l'ampleur de la crise du logement, il y a vraiment une volonté pour augmenter cette cadence-là, pour faire en sorte qu'on puisse répondre plus adéquatement. Puis la crise du logement, il faut la voir de différentes manières, là. Puis ça, c'est peut-être un contexte différent de développement. Pas peut-être, c'est assurément un contexte différent de développement. On est beaucoup plus connaissant. Collectivement, on est beaucoup plus connaissant de la crise du logement. On la distingue mieux. On comprend qu'il y a des personnes à plus faible revenu qui subissent la crise autrement que les autres. Il y a des nouveautés, des personnes donc une classe moyenne qui était capable de faire des choix en habitation, que maintenant ont vraiment un problème d'accession à la propriété, d'accession au logement. Il y a une pénurie. Donc, il y a quelque chose de plus large et qui nous force aussi à réfléchir sur comment on peut en faire plus puis répondre adéquatement à l'ensemble des besoins. Une des positions qu'on a clairement à Bâtir son quartier, c'est que ceux qui
qui vivent la crise le plus durement, c'est quand même les ménages à plus faibles et modestes revenus. Puis on doit s'assurer d'avoir une offre de logement pour cette tranche de la population. Oui. Merci. Il y a beaucoup à dire. Mais il était prévenu, hein, je vous le dis, il était prévenu. Je dis peut-être qu'il va falloir que je te coupe. Alors, merci beaucoup. Gabriel Cotte, conseiller aux affaires municipales à UTIL, comme on le disait, donc spécialisé dans le logement étudiant. UTIL a pu livrer depuis 2012 des centaines de logements étudiants à Montréal, Québec, Trois-Rivières. Mis à part le créneau spécifique de cette clientèle, en quoi se démarque particulièrement votre modèle de développement comparativement aux autres projets résidentiels communautaires? Oui. Déjà, je commencerai par mettre des chiffres sur ces centaines d'unités-là. En ce moment, l'UTIL, on a 600 logements, 600 appartements à but non lucratif dédiés à la population étudiante. On loge 800 personnes avec ces logements-là. Ça, c'est en 2024. En 2027, on va arriver à 1700. Puis on va atteindre un rythme de livraison d'environ 500 unités par année. Donc, comment on arrive à ça? Je mettrai de l'avant trois éléments du modèle d'affaires de l'UTIL qui ne sont pas nécessairement exclusifs là, à l'UTIL, mais qui le caractérisent en tout cas. D'une part, d'un point de vue organisationnel, ensuite financier, puis politique, je dirais. D'un point de vue organisationnel, bien déjà, l'UTIL développe et gère ses unités. Donc, on est un promoteur gestionnaire. On a un modèle intégré, on a comme un GRT qui a des revenus de développement, bien, on les a même notre organisation, puis ensuite des revenus sur la gestion immobilière également. Puis le fait de rester propriétaire de nos immeubles, c'est également une façon de créer un parc immobilier dont on est propriétaire, créer une équité qui va croître dans le temps, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour continuer, bien, en fait, pour réinvestir cette équité-là dans notre mission. Ensuite, toujours du point de vue organisationnel, l'UTIL, c'est beaucoup professionnalisé aussi. Je ne ferai pas l'histoire de l'UTIL, mais c'est né de la grève de 2012. La grève étudiante, on voulait mettre sur la carte un peu ces enjeux-là de logement pour la population étudiante, qui s'était supportée par quelques personnes. Maintenant, on a 35 professionnels qui viennent du milieu paramunicipal, l'économie sociale, du milieu privé. Donc, on a fait cet effort-là, notamment en allant chercher des prêts pour supporter la croissance organisationnelle, pour être sûr que la croissance de notre organisation soit conséquente avec cet objectif-là de livraison d'unités. Ensuite, d'un point de vue financier, la dimension financière, l'UTIL est pas très dépendante des subventions publiques. Dans un montage financier de l'UTIL, c'est moins de 20 % qui vient d'argent public, puis ça a été mentionné par d'autres collègues. On ne peut pas livrer 500 unités par année en attendant le financement public. C'est complexe, c'est long, il y a des conditions. Donc, ça demande de créer d'autres partenariats, notamment avec des acteurs privés. On pense des fonds FTQ. Dans le cas de l'UTIL, ça, c'est une particularité en tout cas, avec les associations étudiantes. Les associations étudiantes contribuent aux frais de démarrage, le pré-développement. Donc ça, c'est des liens qu'on tisse avec les acteurs locaux, les associations étudiantes. Gabriel, contribue, est-ce que c'est de la subvention ou c'est un prêt que vous remboursez? Ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Ça peut être de la subvention, ça peut être un prêt. Ça dépend des associations étudiantes. Puis voilà. Puis aussi, autre initiative du point de vue financier. On a mis sur pied le fonds clé, un fonds rotatif pour justement venir injecter de l'argent dans les projets de logement. Bonjour. Alors voilà, François Giguère de Solide. Bonjour. Bonjour. Voilà, puis après ça, la dimension un peu politique, c'est les liens qu'on crée avec les acteurs politiques à l'échelle provinciale, mais également municipale. On a un département d'affaires publiques à l'UTIL, ce qui n'est pas propre à tous les promoteurs à but lucratif ou à but non lucratif. Puis avec ces liens-là, si je me concentre à l'échelle municipale sur laquelle je travaille, c'est des liens, c'est des relations qu'on tisse pour aller chercher des meilleures conditions de développement, aller chercher des gains en densité. Ces gains en densité-là, c'est une réduction des coûts de développement. Réduire le coût de développement, c'est réduire la pression sur les loyers, puis ainsi de suite. Puis ces trois dimensions-là, elles sont interreliées parce que si on va aller chercher si on veut avoir moins de subventions publiques pour viabiliser nos projets, puis qu'on se dit, OK, mais si on a cette relation-là politique, qu'on est capable d'aller chercher des gains de densité sur nos projets, mais encore faut-il avoir les ressources, la capacité organisationnelle, d'avoir des ressources dédiées à aller chercher ces gains-là. Donc, il y a vraiment une synergie entre ces trois dimensions-là.
Alors, c'est quand même un défi. Alors, bienvenue sur le plateau, François. On comprend que des fois, on n'est pas toujours maître de la circulation. Alors, on viendra à toi tantôt. On va te laisser le temps de souffler. Louis-Philippe, donc DG d'Interloge depuis peu, à peu près 2 ans, quelque chose comme ça? 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. Je suis Interloge depuis 2019. Ah, OK. Alors, peux-tu nous parler des principales étapes de développement d'Interloge depuis sa création en 78? Certainement. Alors, Gabriel de Lutil vous a présenté la jeune licorne. Nous sommes la vieille picouille. Alors, fondée en 1978, à l'initiative d'un regroupement citoyen regroupé autour d'une figure locale religieuse, donc un prêtre ouvrier, un fils de la charité, qu'on retrouvait dans les communautés ouvrières de Montréal puis de Québec dans ces années-là. Alors, Claude Lefebvre a regroupé un groupe citoyen pour discuter de la problématique du logement et les citoyens rassemblés ont créé Interloge. Alors, Interloge a levé, dès son démarrage, une mise de fonds de 650 000 auprès des communautés religieuses. Une mise de fonds aussi de 150 000 de la Société d'habitation du Québec, nouvellement créée à l'époque. Et avec le 800 000 on commençait à acheter des immeubles dans le centre-sud à Montréal, des immeubles délabrés. Ces immeubles-là étaient rénovés et revendus aux locataires qui avaient constitué des coopératives. Alors, initialement, Interloge, c'était une société acheteuse spécialisée dans le flip, mais le flip coopératif. De type dernier flip, là, comme le documentaire. Exactement. Donc, moi, j'appelle ça la période des flips coopératifs, une période effervescente. Puis, cette expérience-là a mené à la création d'à peu près 25 coopératives dans le centre-sud, quelques OBNL aussi. Ça se faisait en collaboration aussi avec des groupes de ressources techniques. Au tournant des années 80, cette opération-là n'était plus possible en raison de changements dans les programmes de subvention fédérales. Et Interloge s'est retrouvé avec un stock de logements non flippés. Et c'est un stock de logements qui était délabré. Alors, Interloge a changé son modèle d'affaires à ce moment-là et est devenu propriétaire. Détention à long terme sous la forme juridique, OBNL. Et depuis ces années-là, Interloge accumule des logements tranquillement, pas vite. L'avantage que cette situation-là a créé, c'est que les logements qu'on a achetés, d'abord, on a roulé la mise de fonds dans le temps pour faire toujours des nouvelles acquisitions, puis refinancer, puis pouvoir profiter de l'équité. Mais aussi, ces immeubles-là avaient été achetés hors programme. Alors, souvent, les programmes d'habitation, en fait, pas souvent, une des contraintes, c'est qu'on ne peut pas mobiliser l'équité dans des... Ceux du Québec particulièrement. Ceux du Québec, parce qu'on manque un peu de vision, des fois, à certains égards, où on a du mal à faire confiance au secteur à but non lucratif, en tout cas à l'époque. Je pense que c'est une des choses qui change aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que ce stock de logements-là, son endettement a diminué et on peut mobiliser l'équité. Alors, en 2019, par exemple, là, quand je suis arrivé, c'est une des premières opérations que j'ai réalisées comme directeur du développement. Ça a été de refinancer une portion de ces logements-là, 250 unités, pour mobiliser une marge de crédit de 8 millions pour le développement immobilier. Alors, c'est une somme d'argent qu'on utilise de manière rotative pour faire des dépôts, pour des achats de terrain ou pour des acquisitions, financer les avant-projets, le temps qu'on attache les subventions puis on puisse les avoir dans notre compte de banque. Je poursuis rapidement l'histoire parce que ça ne s'est pas arrêté, évidemment, avec les flips. Donc, à partir des années 2000, on a commencé à réaliser des projets Axélogie, donc en construction neuve, beaucoup. 7 projets Axélogie qui ont été réalisés. On a aussi absorbé 2 OBNL dans nos opérations, des OBNL pour lesquels il y avait des enjeux de relève. Donc, les deux ensemble totalisaient 145 logements. Et puis, dernièrement, là, on a réalisé 2 transactions immobilières l'année passée, un immeuble de 79 logements à Cartierville, à Montréal, donc un immeuble existant. Puis, on a acheté aussi sur la rue Papineau le manoir La Fontaine, un immeuble vétuste de 92 logements pour lequel un programme de rénovation est en cours d'élaboration. Et puis, on a un certain nombre de logements aussi dans le pipeline là, pour construction neuve dans les prochaines années.
Je vais t'arrêter là pour le moment. On va revenir tantôt. Alors, François Giguère, directeur général et fondateur de Solide. Alors, vous êtes, dans le fond, quel était, selon vous, le principal levier de développement ayant permis votre première acquisition immobilière? Ça ressemble un petit peu, je pense, à Interloge, non? À la différence qu'on n'a pas eu l'aide de... premièrement, bonjour tout le monde, je m'excuse de mon retard. Décidément, l'autoroute 15 sera toujours en travaux. Ils ne connaissent pas ça ici, l'autoroute 15. L'autoroute sans travaux, non. Non, mais j'avais 16 ans, j'habitais à Blainville, puis c'était pareil. Alors, donc, quand on a créé Solide il y a 25 ans, Interloge, j'avais déjà presque une vingtaine d'années. Et on a été voir d'autres organismes comme ce qu'on voulait créer pour s'en inspirer. Et on a vu le modèle de développement immobilier de Interloge, puis on y a adhéré. On trouvait qu'il faisait vraiment bien ça. La vie démocratique, la gouvernance qu'on appelle maintenant, on l'a pris d'un autre organisme semblable qui s'appelle la SOCAM, qui est dans le sud-ouest de Montréal. Et nous, on est arrivé plus tard qu'Interloge, donc on n'a pas eu accès au montant de démarrage des communautés religieuses ou de la SHQ, qui était encore assez ouverte aux projets plus larges. Et donc, on a fait une levée de fonds qui a récolté 50 $. Et, 50, pas 50 $, 000. oui, 50. Et on s'est dit qu'on pourrait faire n'importe quoi d'autre, on serait meilleur. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et on a eu un coup de pouce immense et qui n'a rien coûté à la municipalité. Donc, on était à Châteauguay et il y avait un immeuble qui nous intéressait parce qu'il y avait beaucoup de personnes à faible revenu qui habitaient dedans et qui subissaient des mauvaises conditions d'habitation. Mais également, c'est un problème pour la ville, parce que les policiers y allaient tous les jours, les pompiers à toutes les semaines. Et donc, nous, on était voir la ville, puis on lui a dit, nous, on est prêt à acheter l'immeuble, mais on a 50 $. Pouvez-vous endosser 25 % du coût d'achat de l'immeuble? Ça ne va rien vous coûter. Faites juste endosser. Alors là, ils ont vérifié, on dit non, on ne peut pas, le ministère des Affaires municipales nous interdit, mais on va vérifier quelque chose. Fait qu'ils ont demandé une dérogation, puis ils l'ont eu, ça a été 2 semaines, ils ont eu la dérogation. Et donc, ils ont pu endosser l'immeuble de 26 logements. Là, il coûtait 560 000 $ parce que c'était le bon temps. Donc, ils ont endossé 25 % de ça. Et la caisse, de qui on a emprunté le montant total, a eu une garantie sur l'immeuble de 75 % de sa valeur pour l'autre partie du prêt. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, en achetant, parce que 50 $, ça ne marchait pas. Puis zéro subvention. Zéro subvention, oui. À ce moment-là, parce qu'on avait ça, c'était possible. On a eu une autre acquisition importante ensuite, où là, il y a eu une aide qui venait d'un programme en prévention de l'itinérance. Fait qu'on a acheté un parc immobilier que des vétérans avaient, dont ils voulaient se défaire parce qu'ils n'étaient plus du tout capables de s'en occuper. Et là, on a pris ces 128 logements-là et on en a réservé plusieurs pour des personnes à risque d'itinérance. Puis ensuite, il y a eu 2 projets Axélogie, puis ensuite, il y a eu d'autres étapes. Donc, au bout de 20 ans, à peine, 20-24 ans, vous êtes rendu maintenant avec un parc immobilier de 1050 logements? Oui, on a 1050 logements. On est le plus gros propriétaire immobilier de Châteauguay. Ça nous fait toujours plaisir de le dire. On est également à Longueuil, Verdun, La Chine. Et on a acheté l'an dernier 360 logements à Drummondville et 40 bureaux parce qu'ils venaient avec. Alors, on était pris à acheter des bureaux. Mais donc, finalement, c'est un pas mauvais coup parce qu'on peut louer à des petits commerçants et petites commerçantes qui ont besoin d'un loyer pas trop cher, qu'un propriétaire respectueux. Alors, on aide aussi les petites entreprises là, à se démarrer avec cet outil-là. Mais comment vous avez réussi à acheter d'un seul coup 360 unités brièvement? Parce qu'on fait des on a fait un gros chèque. Mais moins brièvement, on a... ça a été une drôle de démarche parce qu'on a été appelé par un courtier qui avait entendu parler de nous parce que ça faisait plusieurs transactions qu'on faisait. Notre approche dans les transactions est qu'on respecte toujours le vendeur. Tout le monde se respecte. On n'est pas convivial, mais on est respectueux. On respecte nos engagements. Et c'est ce qu'on a presque tout le temps en retour. Et donc, les courtiers ont commencé à apprécier de travailler avec nous. Et là, il y en a un qui a
un gros lot à vendre à Drummondville, qui est complexe parce que du commercial, il y a des résidences étudiantes, il y a des logements qui ont 60 ans, puis il y en a qui ont 8 ans. Alors, c'est assez complexe. Ce n'est pas un produit, c'est un package. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a interpellé un organisme qui s'appelle New Market Fund. On lui a dit, pour nous, c'est trop gros. On venait d'acheter quelques semaines plus tôt un 47 logements puis un 30 logements. On était assez occupés. On a dit, pour nous, c'est trop gros, mais seriez-vous intéressé à nous aider? Ça, c'est un fonds qui prête à des organisations comme la nôtre pour les aider à développer leur parc immobilier. Ils sont aussi dans le culturel puis dans d'autres domaines, mais ils sont surtout dans le logement abordable. Et ils ont fait tout le travail d'analyse financière et ils nous ont accompagnés pour l'offre d'achat et on a finalement eu un montage financier le plus complexe qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un prêt de premier rang accordé par la Caisse d'économie solidaire. Le prêt il est garanti par le gouvernement du Canada. Il y a un programme qui s'appelle APH Select. Ça fait en sorte qu'on a un prêt de 35 millions de dollars qui est à 3,5 d'intérêt qu'on a contracté l'an dernier. Alors, tous les gens qui vivent actuellement les difficultés des taux d'intérêt élevés, vous pouvez voir l'intérêt de 3,5 il y a un prêt de deuxième rang qui a été consenti par la Fondation Lucie et André Chagnon. Et il y a un troisième prêt qui est pour le plus petit montant, qui lui a été consenti par New Market Fund. Et là, c'est là que eux, tout le travail qu'ils ont mis pendant 9 mois sur le projet, ils se remboursent. Parce que eux, leur taux, c'est un petit prêt. Le taux est élevé. Donc, c'est là qu'eux se remboursent le temps que nous, on n'était pas capable d'investir, puis qu'on n'a pas les moyens de les payer pendant qu'ils faisaient le travail. Donc, ils sont payés après avoir fait le travail. Et c'est là qu'on a fait un gros chèque. Merci. Alors, on a vu ce matin des statistiques démontrant à quel point on a besoin rapidement, je parle d'ici, mettons, 5 ans, rapidement de nouveaux logements et des logements abordables. Donc, on a pu constater l'ampleur des besoins de développement de tout type sur le territoire de la Rivière-du-Nord et plus particulièrement en matière de logement social et abordable. Dans le contexte actuel, quelles sont les approches stratégiques et de planification qui seraient importantes, selon vous, de considérer pour favoriser des résultats les plus efficaces possibles, les plus probants possibles en matière de développement de logements abordables? Alors, on va y aller à tour de rôle comme tantôt. Jean-Pascal. Pour moi, il y a 3 axes là, importants. Là, puis le premier axe, là, c'est les milieux qui s'investissent. C'est vraiment la promotion locale. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, ça existe chez vous. Puis, c'est vraiment la clé de la réussite pour tous les projets. Là. Moi, à bâtir son quartier en 20 ans, c'est clair que tous les milieux où il y a les forces vives du milieu se sont rassemblées, puis ont été capables justement de faire une promotion en fonction des besoins, puis on a été capable de trouver des solutions adaptées. Ça fait des projets vraiment qui se démarquent. Donc, pour moi, ça, c'est un premier axe essentiel. Un deuxième axe essentiel, au niveau stratégique, on n'est pas tous des experts en développement immobilier, puis c'est bien correct. L'important, c'est d'y avoir accès. D'y avoir accès via des professionnels, puis aussi via, par exemple, des groupes de ressources techniques, là, que ce soit Bâtir ou Réseau 2000+. Mais puis ces ressources-là, un des enjeux qu'on a, c'est de faire en sorte qu'on a parlé d'avant-projet tantôt, ça demande des fonds et on a besoin de développer ces avant-projets pour être en mesure d'avoir éventuellement la possibilité de faire émerger ce projet-là. Donc, il y a des solutions innovantes ici qu'on a entendues, mais ça, c'est une clé assez importante. Un enjeu, un troisième axe, c'est sûr, c'est les outils. Hein, c'est localement, régionalement, comment on s'équipe. Avoir des cibles, on l'a vu, ça stimule. À Montréal, on avait de 15 000 logements à un moment donné pour justement répondre à la crise. Aujourd'hui, la Ville de Montréal sort sa stratégie. Bon, elle avait son 60 000 logements. Là, elle a sa stratégie 2050. Donc, c'est des cibles qui nécessitent par la suite une planification. On n'a pas tous les moyens pour le faire, mais ça permet de mobiliser les ressources. Un des outils très facilitants, puis je pense que vous en avez parlé ce matin, là, c'est l'importance de pouvoir mutualiser des ressources. Les municipalités ne sont pas toutes à la même place. C'est la même chose dans la CMM. Donc, la capacité de pouvoir mutualiser des ressources, nous, ça facilite, évidemment, quand vient le temps d'aller chercher une contribution du milieu dans les montages financiers, que la CMM se retrouve
mutualiser des cotisations de l'ensemble des municipalités pour après financer, rembourser la contribution du milieu, c'est un énorme coup de pouce. Et l'autre option qu'on voit aussi un peu partout là, à travers le Québec, d'autres GRT l'ont vécu, le vivent, la capacité des MRC parfois de mettre sur pied un fonds pour justement financer ces avant-projets-là, faire en sorte que le jour où il y a un appel à projet, parce que ça, puis je vais faire ça vite, là, une petite parenthèse, on est rendu à une étape, un des enjeux majeurs dans le développement immobilier, c'est la prévisibilité. Et puis là, au niveau du financement, ça peut être difficile d'avoir la prévisibilité. On l'a souvent réclamé, puis on ne l'a pas eu. Parfois, il y a eu une planification, en tout cas annoncée, mais les budgets sont finalement confirmés année après année. Aujourd'hui, oubliez ça, il n'y a pas de prévisibilité. On a des appels à projets. Donc, peut-être que dans 3 mois, justement, il y en a eu un hier, la SCHL a lancé son programme SCHL coopérative. Là, on est au Québec, donc là, on va prendre un peu notre mal en patience, mais on va déposer des projets, on va déposer nos projets à la SCHL, mais ça se peut que Québec réussisse à faire une entente avec le gouvernement fédéral puis à rapatrier les sommes. Alors là, les mêmes projets qu'on a déposés, on va probablement les redéposer au Québec. Donc, les appels à projets, c'est extraordinaire, ça mobilise le monde, on court, donc beaucoup d'appelés, peu d'élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les projets, les avant-projets qui ont pu être avancés, lorsqu'il y a un signal de départ pour un financement, il faut être prêt. Ces avant-projets-là, on le voit, ça fait la différence en ce moment. Il y a une crise du logement aussi, il y a vraiment une volonté politique de tous les paliers de gouvernement d'agir rapidement. Dans l'immobilier, c'est quand même long, on le sait. On va trouver des solutions pour que ça fasse plus vite. Mais il y a des pour et des contre, autrement dit, au niveau des appels à projets, parce qu'effectivement, c'est prévisible. On dit, OK, c'est 1500 unités, mais c'est dans une fenêtre de tombée au niveau des projets d'à peu près 75 jours. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose dans les poches pour pouvoir le présenter. Puis, peut-être un dernier mot là-dessus. Au Québec, l'appel à projet qu'on a eu dans le FAC, le programme d'habitation abordable du Québec, c'était 1000 unités qui étaient annoncées, 1500. Bonne nouvelle, le fédéral et le provincial se sont entendus sur le programme d'infrastructure. Donc, ils ont été capables d'aller chercher 1,8 milliard de $. C'est du jamais vu. C'était vraiment une première à l'automne passé. Et la SHQ en a profité parce qu'elle a reçu plus que 5000 unités de logements déposées. Je pense qu'elle a été capable d'engager énormément de projets. Donc, c'est la bonne nouvelle. Ceci étant dit, on n'a pas de prévisibilité pour ce qui s'en vient. Puis si on a des bris de développement dans la séquence de développement, on a un enjeu vraiment de pouvoir être en mesure de produire ce qui est nécessaire dans un contexte de crise du logement. Merci. Oui, Philippe, à quoi tu réponds à cette question-là? On vit dans un monde très complexe, de plus en plus, et il n'y a pas de solution unique là, à la situation actuelle, donc ça prend une diversité de solutions. Assurément, je pense que ce qui est essentiel, c'est de prendre un pas de recul puis de regarder au niveau régional quels sont évidemment les besoins, mais de quelle façon on va organiser le développement territorial puis le développement de logements abordables pour répondre aux besoins de la population. Je pense que d'avoir une perspective de planification qui est élargie, qui vise à rassembler les forces existantes, parce que la multiplication des initiatives, ça peut être intéressant, mais parfois aussi, ça peut diluer les efforts puis le résultat. Alors, dans beaucoup de régions, il existe déjà plusieurs organismes, plusieurs initiatives qui gagneraient peut-être à se rassembler puis à travailler davantage en collaboration dans une démarche concertée, un plan de match concerté, autant au niveau du côté de la société civile que des élus, des différents niveaux de gouvernement, mais essentiellement au niveau municipal et au niveau des MRC. Alors, planification stratégique, développement territorial, planifié puis organisé, je pense que c'est sûrement une clé intéressante. Puis, quand tu parles de planification élargie, tu la parles élargie à quel niveau? Au niveau régional, au niveau d'une MRC, au niveau du Québec, c'est du Canada?
Ben, c'est une question piège, ça, Thérèse, parce qu'on sait que chaque région a ses particularités. Alors, mais on sait que les MRC ont un rôle important à jouer parce qu'elles rassemblent différentes municipalités sur un territoire qui est cohérent, normalement, là. Alors, si on pense, par exemple, ici, dans les Laurentides, ben moi, personnellement, parce qu'on est présent à Sainte-Adèle, je trouverais ça très intéressant que, par exemple, la MRC Rivière-du-Nord et la MRC des Pays d'en haut se concertent dans un plan de développement qui permettrait de développer l'ensemble du territoire jusqu'à Mont-Tremblant de manière concertée. Puis, c'est le type d'approche aussi qui favorise ou qui positionne bien la région vis-à-vis le gouvernement pour obtenir les ressources financières qui sont requises au point où est-ce qu'on est prêt à démarrer des projets. Mais il faut comprendre qu'actuellement, les ressources vont là où on est prêt à agir. Alors, si on n'a pas fait ses devoirs au préalable, si on n'a pas les idées claires, si on n'a pas identifié les terrains, par exemple, si on n'a pas identifié les groupes porteurs, puis qu'on n'a pas... les cibles de développement aussi, j'imagine. Adopter des cibles de développement, adopter des politiques d'habitation, bien, on est moins bien positionné que les autres MRC ou les autres territoires qui ont fait ces travaux-là. Merci. Gabriel? Oui. Non, mais je voulais juste te dire, bon, je connais ton créneau quand même, là, qui est très, très spécifique, mais quand même, sur le plan de votre stratégie de développement et de la réponse aux besoins de la clientèle étudiante, vous avez, j'imagine, des attentes aussi par rapport au milieu? Au milieu municipal, là, ça c'est clair, puis effectivement, sans surprise, je vais rester dans mon créneau. Mais les municipalités ont un levier extrêmement structurant de développement un levier extrêmement structurant pour le développement immobilier non lucratif, c'est les cadres réglementaires. Vous contrôlez les paramètres de développement en termes de densité, en termes d'échéancier d'approbation de projet. Puis pour un OBNL, des gains en densité, c'est directement un financement, c'est directement une façon de viabiliser les projets. C'est une stratégie que l'UTIL a mis de l'avant dans plusieurs projets. Acheter un terrain, on a le droit de construire 5 étages, donc avec une valeur de 5 étages, se retourner vers la municipalité et dire, bien, finalement, on en ferait peut-être 12. T'sais. Puis là, tout d'un coup, bien, on vient de viabiliser, on vient de réduire la pression sur les besoins en financement public, on vient de faire des économies d'échelle, puis ça peut coûter un sou à personne. Donc, vraiment, la municipalité, c'est un levier très important. Merci. François. Oui. Alors, aux municipalités, ce que je dirais, c'est qu'il y a une des façons les plus économiques d'aider le développement de logement social, c'est de prévoir du terrain pour ça. Prévoir du terrain pour tout de suite, si c'est possible. Vous achetez du terrain, puis il va être converti en logement social dans 2-3 ans. Mais également, vous connaissez comment votre ville va grandir, où est-ce qu'elle va être. Et donc, dans les terrains qui sont plus loin des centres, vous pourriez aussi acheter du terrain pour beaucoup moins cher, en sachant que dans 10 ans, il va être converti en logement social. Il y a des grands promoteurs, vous pourriez imposer à des grands promoteurs qui ont acheté des immenses terrains dans ce zonage, vous mettez que c'est réservé pour du logement social. Ils vont devoir le développer eux-mêmes ou le vendre à des OSBL, des coops ou à votre office d'habitation locale. Ça va vous coûter moins cher de le faire maintenant plutôt que de l'acheter quelques mois avant que la pépine se présente sur place. Ce que ça permet également de faire, c'est que quand il y a des terrains zonés pour le logement social et que ça se fait, puis que là, la ville est rendue à cette étape-ci-là, dans 2 ans, il faut que ça se construise. Ça fait 8 ans qu'on est propriétaire, le promoteur avance. Bien là, vous pouvez aussi faire un appel pour que des groupes comme nous, surtout lui là-bas, là, mais que les groupes comme nous demander si on est intéressé à développer ce projet-là. Peut-être que à côté, le terrain qui est réservé, il est à côté du cégep, puis l'utile va être bien intéressé. Alors, ou alors, c'est pour des personnes âgées, et puis là, la traversée va être bien intéressée, c'est un organisme qui fait beaucoup de logements pour personnes âgées, en logement à perte d'autonomie. Alors, vous pourriez appeler des organismes d'ailleurs, mais vous pouvez aussi répondre à des demandes d'organismes locaux. C'est l'autre chose que je suggérais fortement, quand des gens viennent interpeller la municipalité pour avoir du logement abordable ou du logement social ou une coopérative d'habitation, normalement, là, ça va être tout croche. Ils vont vous demander des choses, ils vont avoir des espoirs, puis ça va être vraiment présenté tout croche. Accueillez-les, parce que c'est des gens de chez vous qui veulent travailler dans votre milieu pour bien se loger, eux et beaucoup d'autres personnes.
accueillez-les, soutenez-les, guidez-les vers un groupe de ressources techniques qui va les former, soutenez-les dans leur formation, dans leur auto-formation, pour que ces gens-là deviennent une organisation, peut-être même une redoutable organisation, qui va avoir développé la capacité, parce qu'elle va s'être réseautée, elle va avoir été dans des colloques, des congrès, des formations, ils vont avoir lu, et ils vont tout à coup avoir développé la capacité de se prendre en charge puis de mettre de l'avant des projets de logements sociaux pour lesquels vous avez réservé des terrains il y a 10 ans. Puis là, au lieu que ce soit nous autres, ça va être des gens locaux qui vont le faire. Donc, c'est les deux choses que je suggérais beaucoup. Le terrain, honnêtement, des fois, nous, on achète des buildings, pas parce que le building nous intéresse, parce que le terrain nous intéresse. On sait que dans 20 ans, le building est probablement foutu, mais il y a un gigantesque stationnement à côté qui ne sert presque pas, et c'est ça qu'on veut développer dans 30 ans. Le terrain, souvent, est plus intéressant que le bâtiment. Donc, le terrain et recevoir les gens de chez vous, même si la demande est compliquée puis pas cadrée du tout, puis soutenez-les dans leur propre développement. On parle souvent d'opportunités de développement, notamment les terrains qui appartiennent au gouvernement fédéral, qui peuvent effectivement être des terrains qui pourraient être disponibles au développement. Mais souvent, c'est la capacité de répondre rapidement quand il y a une offre qui se fait. Alors, on voit aussi, puis je pense que chacun à votre niveau, que ce soit bâtir via gérer son quartier ou vos 3 organisations, vous avez quand même développé à partir de votre propre organisation. Tu sais, je pense à Interloge, gérer son quartier qui gère 1500 unités, 2000. À chaque semaine, ça change. Ensuite, utile, c'est comme ça. Puis solide, vous avez fait vraiment une stratégie de consolidation. Alors, créer, tu suggères, François, de vraiment, oui, de toujours soutenir, mais la même chose aussi pour Jean-Pascal, de soutenir des nouveaux projets en émergence du terrain, mais il y a aussi l'enjeu de consolidation des actifs immobiliers au sein d'une organisation. Comment faire cet équilibre-là entre les deux? Excusez, je pense que j'étais loin du micro, là. Comment faire l'équilibre entre les deux, entre la consolidation et soutenir de nouveaux projets, là? Vas-y donc, François. Bien, Jean Chrétien disait qu'il faut savoir marcher et mâcher de la gomme en même temps. Ah. Alors, c'est la seule fois de ma vie que je citerai Jean Chrétien. Je pensais jamais que c'était pour te référer à M. Chrétien. on est capable de faire les deux. De toute façon, quand on a un volume important de logement, c'est pas le choix de 1 personne ou de 5 personnes. Chez nous, il y a 28 employés. On a tous des équipes, là. Alors, on a des conseils d'administration, on a des équipes. Donc, chaque personne a un rôle différent. Donc, chez nous, il y a des gens qui sont complètement impliqués dans les opérations, puis ils s'assurent que tout se fait bien. On fait environ 600 000 de rénovation par année. On fait des investissements sur nos immeubles. Bien, ça, c'est nos employés. On fait des investissements sur nos immeubles de quelques centaines de milliers de dollars aussi à chaque année. Il y a des gestionnaires immobiliers. Donc, tout ce bout-là, les finances, ils s'occupent d'opérations. Après ça, le développement, bien, c'est d'autres gens dans l'organisation. Et on peut, donc, parce qu'il y a des gens qui ont différents talents, on peut faire ces choses-là simultanément. Mais en même temps, je dirais que un des aspects de notre organisation qui a été un ciment, c'est le fait qu'on est continuellement en développement. Et ça, pour tout le monde dans l'équipe, c'est un gros facteur de mobilisation. Quand on a fait un exercice de planification stratégique il y a 2 ans, ceux qui voulaient le plus qu'on achète d'autres immeubles et qu'on devienne le plus gros propriétaire immobilier au Canada, il a fallu que je les modère, c'était les concierges. C'était les concierges, parce que leurs sœurs, leurs femmes, leurs voisins, leurs cousins, leurs parents ont des problèmes à se loger. Ce sont des locataires, c'est des working poor, ils ont des problèmes à se loger et ils veulent qu'il y ait plus de solutions. Alors, c'est nos gens qui travaillent avec une drill, un marteau puis un coffre à outils qui voulaient le plus qu'on se développe. Donc, toujours être en développement, ça crée une culture dans l'organisation qui est qu'on veut toujours avancer. On ne se dit pas, on a 1000 logements, on a atteint ce qu'on voulait, puis c'est réglé. Donc, ça, c'est vraiment une culture d'organisation. Puis, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le développement, qui comprennent que leur rôle, il n'est pas là, il est ailleurs, puis ils ont une contribution formidable à nos succès. Merci. Est-ce que d'autres choses à rajouter? Brièvement, parce qu'on me dit que c'est pas mal serré, là. Je peux y aller rapidement. C'est clair que
la consolidation a évidemment là, beaucoup d'intérêt. Est-ce que parfois il va falloir créer un nouvel organisme pour répondre à un besoin particulier? Ben oui, puis il ne faut pas s'empêcher de le faire. Est-ce que puis c'est clair qu'il y a 2 grands axes sur lesquels on doit toujours travailler, c'est consolider, maintenir ce qui existe, l'acheter, le sortir hors marché, ce que certains gros OBNL font quand il y a d'ailleurs une occasion là, plus importante. Là, je pense au Géry quand a eu l'occasion d'acheter le domaine, là, 700 quelques logements. Ben, ça vient, c'est clair que c'est une occasion de consolidation et de développement en même temps. Puis aussi, évidemment, s'attarder sur la construction neuve. Oui. Donc, d'avoir les outils. On voit, vous avez, en tout cas aujourd'hui, il y a une diversité d'outils, mais d'être flexible, puis de ne pas aussi s'empêcher de faire des nouveaux projets, des nouveaux organismes s'il faut. Là. Un dernier mot de la fin? Bien, je rajouterais que dans le contexte actuel où on a besoin de centaines de milliers d'unités de logements, dont une proportion significative de logements à faible coût, je pense que l'émergence des OBNL qui ont un modèle d'affaires d'accumulation d'actifs immobiliers sur lequel on peut mobiliser l'équité, c'est un modèle qui est de plus en plus reconnu et qui, tranquillement pas vite, fait son bout de chemin comme étant des organisations qui peuvent intégrer dans leurs projets aussi différents besoins en logement. Alors, par exemple, Interloge, nous, on a un partenariat avec Mères avec Pouvoir pour loger des mères monoparentales. Donc, Mères avec Pouvoir sélectionne la clientèle pour loger dans nos logements et il fait l'intervention psychosociale. Puis nous, on s'occupe de santé, sécurité, salubrité, puis la perception du loyer. On a établi un partenariat similaire aussi avec la Société John Howard du Québec pour les personnes judiciarisées. Alors, quand je parlais tout à l'heure de diversité de moyens d'action, bien, c'en est un, par exemple, une approche qui n'était pas aussi valorisée peut-être qu'aujourd'hui. Puis également, d'autres types d'approches aussi. Bien, actuellement, avec le ralentissement des mises en chantier, bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui cherchent des partenaires à vocation sociale pour livrer du logement. C'est un win-win, cette relation-là, où est-ce que vous avez un constructeur qui va maintenir sa machine de construction active et aussi quelqu'un qui va financer et exploiter le bâtiment pendant plusieurs années. Alors, c'est aussi une opportunité qu'on peut saisir actuellement là. OK. Un dernier petit mot pour Gabriel, parce que c'est tout. Écoutez, merci beaucoup de votre participation à ce panel-là. Je pense qu'on peut les applaudir.